Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette émission Tous Frères un peu particulière. Bah oui Muriel, on n'est pas bien là? On a dressé la table avec la nappe que ma maman m'a prêtée. On est bien parce qu'on s'est lancé dans un pique-nique. Mais on n'est pas loin de notre sujet de prédilection quand même. Toujours. On est donc sur l'esplanade des religions et des cultures, ici à Bussy-Saint-Georges, en région parisienne. Car aujourd'hui, nous allons parler du partage du repas et combien c'est important en Outre-mer parce qu'on va pas se mentir, le repas est une seconde nature. Et c'est vrai que nos mamans Ce sont les meilleurs chefs. cordons bleus. Exactement. Mais les chefs cuisiniers professionnels en Outre-mer, ils sont bien souvent les garants du bien manger. Alors manger local, manger sain, c'est la profession de foi de Gabriel. Il est cuisinier en Nouvelle-Calédonie. On va regarder le reportage et puis après on se retrouve avec la chef qui nous accompagne aujourd'hui. Suspense. Au plus loin que remontent mes souvenirs de la cuisine, ça m'est venu surtout avec mon père. On allait à la pêche. Puis après, quand on rentrait, on préparait le poisson, on le découpait, on faisait les filets. Et là, il a commencé à m'apprendre à faire des recettes. Et un jour, je suis parti donc en France faire un sport-études, j'avais 16 ans. Je suis allé à Paris, au bistrot de Paris. Et là, mon premier service, ça a été c'était une rencontre formidable avec la cuisine et le métier de cuisinier, de restaurateur. J'arrive au bon moment, là. C'est du tasard au sel fumé. Ici, au Petit Café, ça a été une continuité pour moi de ma carrière où j'ai appris avec des chefs à travailler des produits locaux. Je me suis mis sur cette lignée de faire une carte qui soit concise, courte, qu'avec des produits frais et de saison. Gabi m'a proposé de venir reprendre les rênes de la cuisine au Petit Café. Ce qui m'a plu, c'est que j'avais l'opportunité de travailler des produits locaux, travailler des produits calédoniens. C'est à nous d'aller chercher les producteurs, aller dégoter des produits qui sont essentiellement en brousse, qui ne descendent pas sur Nouméa parce que ce sont des petites productions. C'est le temple des produits locaux ici. Consommer local, c'est vraiment un acte citoyen, mais c'est aussi un acte qui vient du cœur. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que consommer local, c'est un moyen vraiment de prendre soin de soi, de sa communauté et de son environnement. C'est quelle variété? Ça, c'est la cocossie. Cocossie. Cocossie, oui. Chair blanc, Toujours comme des la noms. mauve que je t'avais donnée. Ouais. Chaud, froid, ça reste toujours moelleux, ça devient pas sec. Légèrement sucré. Ça. J'entends souvent dire que les produits locaux sont plus chers. Oui, ils ont un prix, mais parce qu'ils ont une valeur. Je pense que c'est les produits importés, et notamment les produits hyper transformés de l'industrie agroalimentaire, qui ne sont pas chers. Tout a un prix, surtout la santé. Alors tout le monde n'a pas les moyens, peut-être, de s'acheter des produits locaux, mais il y a peut-être une façon de consommer qui peut permettre de réduire la facture. On est un pays encore de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Donc le poisson qu'on a pêché, on peut l'échanger contre une citrouille. Le cerf qu'on aura chassé, on peut l'échanger contre du poisson. Et peut-être que la fraternité, c'est un moyen de consommer local au juste prix. Cuisiner en famille, c'est un moyen aussi pour les enfants de découvrir les produits, finalement, de se connecter à ce qu'il y a à l'extérieur et de savoir d'où ça vient, comment ça pousse. Et c'est ça qui fait que cette génération-là, elle va avoir les capacités de manger local. J'apprends aux enfants, à mes enfants, mais pas que les miens, à consommer local en faisant. On apprend en faisant. Il n'y a pas le choix, l'alimentation. On ne peut pas planter une patate douce juste en parlant. Il faut expérimenter. Et puis à un moment donné, il faut la cuire, il faut la transformer, il faut la goûter. Alors voilà, c'est ça le rêve. Pour moi, c'est de pouvoir transmettre le savoir, toutes les techniques culinaires. Qui c'est qui a faim? Bon appétit. Et celle qui nous accompagne aujourd'hui est une chef cuisinière spécialisée dans la gastronomie créole et ultramarine.
Elle est guadeloupéenne. Elle a créé plusieurs concours gastronomiques, dont le Challenge Saveurs d'Outre-mer. C'est Béatrice Avignon. Bonjour, Bonjour Béatrice. Bonjour mesdames. Toutes ces bonnes choses que nous voyons sur la table, ce sont vos mains qui les ont préparées. Alors racontez-nous un petit peu tout. Quelle est votre recette qui va faire frétiller nos papilles? Alors, je vous ai fait des petites recettes justement que l'on déguste pendant les fêtes, notamment les marinades, autrement dit les acras, de morue. Ça, c'est plutôt les Antilles. C'est Là, chez on a moi. la Réunion. Ouais, Le merci samoussa pour la au bœuf, dédicace. curcuma, qui va bien. Il y a également une petite chick taille de morue. Et là, j'ai fait également des gombos, une petite salade de gombo. Magnifique. Et qu'est-ce qui vous a décidé de devenir chef? Oh, alors moi, ça a été une reconversion, ça a été sur le tard. J'ai décidé de devenir chef parce que j'adore la cuisine. Et en fait, c'est tout un cheminement parce que j'ai baigné avec mes parents dans la cuisine. Moi-même, Voilà, je suis c'est une bonne ça. vivante, j'ai toujours aimé ça. Et aussi, en grandissant, je me suis aperçue que la cuisine créole, les cuisines créoles, n'étaient pas forcément valorisées sur le territoire national. Et vous êtes chef à domicile, donc vous Oui. cuisinez pour les gens, chez eux. Qu'est-ce que ça a de différent? Qu'est-ce que ça apporte de particulier de faire ça chez les gens? Ah bah, c'est une aventure complètement différente à chaque prestation. Chez les gens, on rentre dans leur intimité. Ouais, c'est Les ça. quelques minutes sont un peu particulières parce que les personnes ne savent pas comment se conduire, se Comment comporter, réagir, ouais. comment réagir, mais ça vient très vite. Hein. Est-ce qu'il faut vous aider Les gens ou se pas? détendent très vite, voilà. Parce que vous En prenez général. possession de leur cuisine. Voilà, je Ok. prends de la cuisine complètement et après ça dépend jusqu'où on va, mais ça peut être aussi des arts de la table, puisque je peux m'occuper aussi de présenter les assiettes, la table que vous voyez là, avec les verres, les couverts et autres, la décoration florale. Et en fait, la différence par rapport à un restaurant, c'est qu'on a l'intimité de chez soi avec son cadre et les personnes que l'on a invitées. Et surtout, on n'est pas obligé de partir à 22h30. On est beaucoup plus décontracté. Enfin, voilà, c'est vraiment une autre ambiance. Et vous réussissez à trouver rapidement vos marques quand même? Oui, même alors moi, je fais ça. En fait, j'ai créé le statut du chef à domicile au niveau national. Et j'ai créé ça exprès parce que moi-même, ça faisait partie des choses que j'aimais faire. Voilà, aller chez les gens et puis à chaque fois... c'est ce qu'on fait aussi en famille. Hein. On ramène tout, on va C'est chercher, vrai. on ouvre les tiroirs. Bien souvent, on m'appelle en me disant « Mais vous savez, j'ai pas telle casserole, mon frigo est tout petit. » Je dis « Vous inquiétez pas, vous allez Je voir, gère. Vous je gérez. gère. » Et vous êtes spécialiste de toutes les cuisines d'outre-mer. Vous connaissez aussi bien la cuisine tahitienne. Vous, est-ce que vous avez un plat ou une cuisine d'un territoire qui vous plaît plus particulièrement? Oh là là, moi non, je suis une grande gourmande. J'ai pas de plat, c'est compliqué avec moi. J'ai pas de plat d'une spécialité. Effectivement, je suis spécialisée en cuisine dans les cuisines créoles. C'est très important de le dire parce que même sur un territoire, il y a beaucoup de cultures. En Guadeloupe, à la Martinique, en Nouvelle-Calédonie, et puis voilà. Chaque territoire a ses particularités. Se dire qu'on va faire une cuisine guadeloupéenne, ça n'a pas beaucoup de sens, sachant que ça vient d'Afrique, d'Inde, ouais. d'Asie. Donc Ouais, bien on a sûr. un melting pot de saveurs et je trouve que c'est ça notre richesse. Comment est-ce que vous approvisionnez en produits locaux? Parce que ça doit, pardon de vous le dire, Ah ouais, nous, coûter un bras ici. c'est très non? compliqué, hein. J'ai ma petite boîte secrète. J'ai mes producteurs directement sur les territoires qui Ah m'envoient ouais, aussi ça c'est bien. des produits. Donc j'ai cette facilité-là. Mais aujourd'hui, au niveau national, il y a les réseaux de distribution qui vont bien aussi. Alors, en Outre-mer, la cuisine, c'est une composante régulière dans les rituels religieux. Nous sommes allés dans la communauté indo-réunionnaise pour découvrir comment on cuisine pour la déesse Kali. Reportage. Dans la texture. Les femmes de la famille Nati sont à pied d'œuvre pour la préparation des beignets créoles d'origine indienne, salés et épicés, nommés bonbons piment à La Réunion. Mieux vaut s'y prendre la veille. C'est à base de gros pois qu'on a mis à tremper pendant toute une nuit. Après, on enlève la peau. Et là, ensuite, on mixe avec du coriandre. Ah oui. Maintenant, on va mettre le piment dedans. Donc, après, Mère et c'est fille cuit introduisent dans ensuite l'eau. l'ail, le cumin, le gingembre et le curcuma, également appelé safran des Indes. Les ancêtres de la famille viennent du Tamil Nadu. Là-bas, on nomme ces fritures croquantes vadaï. Mais dans une cérémonie tamoul, il y aura toujours le bonbon piment. Des bonbons bananes, des beignets bananes, que là, j'avais déjà préparés. C'est de la farine, de la levure, l'eau et les bananes, du raisin, de la cardamome. Le duo fera ensuite frire ces douceurs sucrées et salées pour qu'elles soient prêtes le lendemain.
Si Suzanne et Nadège s'appliquent autant, c'est parce que ces bonbons sont offerts à une invitée prestigieuse, la déesse Kali. Dans le temple de la famille Nati, 3 générations sont rassemblées et se préparent à l'honorer. Kali est la déesse du temps. Les sacrifices en son hommage constituent un événement religieux fort à La Réunion, durant lequel des promesses individuelles et collectives sont formulées. Pour moi, oui, elle est importante. Parce qu'elle m'accorde une grâce en faisant des sacrifices. C'est comme ça qu'on remercie pour l'année, de ce que l'année nous a apporté de bien dans notre vie professionnelle, personnelle, familiale, santé. Dans ce temple familial, Kali prend la forme d'un galet paré de rouge. Un galet qui vient de la mer, comme les ancêtres indiens de la famille Nati. Nicolas officie dans de nombreuses cérémonies, dans la lumière comme dans l'intimité des familles. Il fait le lien entre les représentations du divin et les fidèles. Il est important de prier Kali, la déesse du temps, surtout en ce moment. C'est une mère qui protège ses enfants. Le lendemain, bonbons piments et bonbons bananes préparés par les femmes sont disposés par les hommes en offrande. Kali se régale la première. La noix de coco représente l'ego du croyant. La briser le libère et lui permet de se rapprocher des divinités qu'il souhaite honorer. Avec la banane, elle fait partie des offrandes incontournables. Comme l'officiant, le coupeur en charge du sacrifice est un intermédiaire avec le divin. Pendant les cérémonies, ils font appel à nous pour pouvoir sacrifier l'animal. Il y aura toujours le cabri, toujours le coq. C'est une tradition qui date des millénaires. Je suis déjà parti en Inde et on fait le sacrifice animal. Kali est une divinité terrestre. Les sacrifices de cabri et de coq, en lien avec l'activité agricole des engagés et de leurs descendants, traduisent une vision énergétique de la santé ou de la fortune. Le fidèle est convaincu que le sacrifice exécuté selon les règles est en mesure de toucher la représentation du divin invoqué. Antoine et Suzanne Nati, les aînés et propriétaires du temple construit en contrebas de leur maison, s'installent en gardiens de cette tradition introduite dans la famille par la génération de leurs parents. Aux côtés de la déesse Kali, d'autres représentations du divin, honorées elles aussi. On a le dieu Mardévirin et le dieu Marci. Et il y aura aussi un dernier animal qui sera coupé pour les ancêtres. Je vais faire en sorte de ne pas faire souffrir l'animal. Les animaux passent d'abord par un bain de purification. On met de l'eau, du safran et aussi du cormion, donc ce qu'on appelle le pisser à vache à La Réunion. Donc pour rendre l'eau plus pure, on va attendre qu'il se secoue. Ce mouvement est interprété comme un acquiescement au sacrifice. Cuisiné pour les représentations du divin, cela se poursuit avec des plats cuits au feu de bois. Dans cette immense cuisine extérieure, ce sont les hommes qui sont mis à contribution pour préparer la viande avec soin. Au menu, massalé cabri et massalé coq pour s'inscrire dans la tradition des engagés indiens. Ce mélange d'épices est indispensable à la préparation des repas offerts aux divinités. Mais le repas à service pour les cérémonies, c'est toujours ça. Les petits oignons, l'ail, gingembre, tomates, le thym. Sans oublier la feuille de calou pilée. Cuisiner permet aux fidèles de s'approprier le sens et le déroulement des rituels. Les femmes préparent les derniers condiments pour que la feuille de banane offerte soit bien garnie. C'est les dieux qui sont avec nous et qui nous guident. Les viandes sont d'abord servies aux différentes représentations du divin dans un dernier rituel qui clôt la cérémonie. La bénédiction du contenu des marmites destinées à la famille et aux invités peut ensuite démarrer. Ça c'est bon. Tout c'est bon. Hein. Suzanne et Antoine goûtent aux différents plats les premiers. Les pétards donnent le signal. Les natis sont prêts à partager ce repas béni. Comme les divinités avant eux, proches et inconnus sont servis dans la traditionnelle feuille de banane. Avant, on n'avait pas les assiettes, on n'avait pas nos couverts, donc c'était notre assiette pays, la feuille de banane. Le banane même, il est sacré pour nous, on l'utilise dans les repas indiens. C'est un peu comme un pilier. Parmi les convives, pratiquants et non pratiquants expérimentent l'art de manger avec les doigts. On découvre, on vient partager ce moment
Je veux dire en famille élargie, quoi. L'avantage, c'est qu'il sait déjà manger avec les mains. On oublie les couverts aujourd'hui, c'est parfait. C'est beau la Réunion, t'as des oreilles, comme on dit, les gens de métropole, les malbars, les yabs, les cafs. Il y a tellement de monde, on ne peut pas manger tous en même temps. Cuisiner, un don en direction du divin, mais aussi en direction de son prochain. Encore un petit guinea-guin, s'il vous plaît. Nous nous retrouvons à la pagode Lao, érigée grâce à la générosité des réfugiés laotiens en France et de leurs amis. C'est un lieu de culte. Exactement. Ici, on pratique le bouddhisme Theravada. Alors, on fait des offrandes au Bouddha en signe de gratitude pour ses enseignements. Et l'utilisation de la nourriture, comme dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, elle est spirituelle. Béatrice, est-ce que vous avez déjà cuisiné pour des fêtes religieuses, par exemple? Oui, ça m'est déjà arrivé de cuisiner pour des mariages musulmans. Je l'ai déjà fait, et puis catholique également. Qu'est-ce que vous faites en particulier pour ce genre de cérémonie? Alors, dans mon rôle de professionnel, moi, je m'adapte en fait aux demandes des clients. Vraiment. Et manger, c'est nourrir le corps, mais il y a aussi une dimension spirituelle, selon vous? Je suis de naissance catholique, si on peut dire ça. J'ai été baptisée étant bébé. Après, je ne suis pas pratiquante, mais étant donné que j'ai une famille qui l'est, forcément, j'ai des automatismes. Et puis, il y a des traditions, même si je ne suis pas pratiquante. Et il y a des choses que je sais. automatismes ou traditions? Les automatismes, c'est faire des prières et quand on est autour de la table. Après, c'est aller à la messe et également pour les catholiques, pour Noël, par exemple, les traditions. Vous cuisinez, par exemple, du poisson le vendredi saint ou des beignets aux Antilles? On mange des beignets aux Antilles. Quand il y a certaines périodes, effectivement, il faut absolument conserver ces traditions. On évite effectivement la viande, on respecte le vendredi saint. Il y a des choses comme ça, effectivement, que je conserve. Et alors, manger, est-ce que c'est sacré ou pas? Oui, ça l'est. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Et au-delà de ça, ça conditionne toute notre vie, ça conditionne notre physique. Après, sur le côté spirituel, il y a des choses que l'on mange et qu'on ne mange pas par rapport à la religion que l'on pratique. Donc oui, ça l'est. Mais vous cuisinez vraiment de tout? Moi, je cuisine de tout. J'ai pas de contre-indication là-dessus. Après, il y a des choses comme tout être humain que je n'apprécie pas ou que j'aime moins, mais je cuisine de tout en ce qui me concerne. Alors, certains se connectent au divin en mangeant et d'autres en ne mangeant pas. Justement, en se privant de nourriture, nous sommes allés découvrir la pratique du jeûne avec l'association culturelle des jeunes du Tampon à La Réunion. Reportage. Rendez-vous habituel des fidèles de la mosquée du Tampon qui se retrouvent pour la prière de la mi-journée. Mais comme chaque dimanche du mois de Ramadan, la mosquée donne un enseignement afin de permettre à chacun d'approfondir sa foi en ce mois sacré pour les musulmans. Dans le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ses propres plaisirs pour l'être aimé. On est prêt à abandonner pendant la journée ce qu'on aime, la nourriture, les choses dans lesquelles nous prenons du plaisir. On le fait pour l'amour d'Allah. Comment vivre son quotidien, c'est la thématique abordée aujourd'hui par l'imam Ousmane. Ces conférences très suivies par les musulmans de La Réunion sont organisées sur toute l'île pendant la période du Ramadan. Ce sont des rassemblements qui permettent d'interpeller les consciences afin de mieux connaître ses droits et ses obligations envers la communauté humaine et de se rappeler également la présence divine, de se nourrir de la parole divine à travers le jeûne, à travers la spiritualité. Le jeûne est un des 5 piliers de l'islam. Celui du mois de Ramadan est une prescription divine obligatoire. Pendant 30 jours, les musulmans doivent être dans le dénuement afin de se concentrer sur leur spiritualité. La particularité de ce mois de Ramadan, c'est que c'est le mois de révélation du Coran. Et dans ce mois, Dieu ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer pour les croyants. Pendant le Ramadan, le musulman a cette obligation de s'interdire de boire, de manger
et d'avoir des relations sexuelles depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, afin de se rapprocher plus de son Seigneur et pour son bien-être personnel et pour sa spiritualité. On a constaté que le jeûne donne un bien-être physique, même si au début, le corps a du mal à s'adapter, mais avec le temps, on a une sensation de bien-être, de quiétude et même un éveil d'esprit et de mémoire. Et ce n'est pas tout. Le mois du Ramadan n'est pas que le mois des privations, c'est aussi le moment où l'on doit aider ses semblables en faisant œuvre de charité. Aider son prochain, faire l'aumône, c'est un autre des 5 piliers de l'islam. Et cette générosité, chacun l'exprime à sa façon. Bon, on commence par le riz. Nous sommes chez Riaz et son épouse Salima. Avec son beau-père Afman, ils s'activent ensemble pour préparer les repas qu'ils vont distribuer aux nécessiteux. Il y a une tradition prophétique qui dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Et du coup, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, autant ça nous fait plaisir de faire ça, et autant on espère la récompense de notre Seigneur en agissant ainsi. Être utile aux autres, une des valeurs musulmanes dans laquelle a été éduqué Riaz. En 2009, avec des amis d'enfance, musulmans eux aussi, il a créé l'ACJT, l'association culturelle des jeunes du tampon, avec le désir d'aider les plus démunis. C'est parti d'une bande de copains, on a grandi ensemble, on a toujours été un petit peu dans le bénévolat, dans d'autres associations. Cette notion de partage qu'on nous a inculquée depuis petit, que ce soit à travers nos parents, nos grands-parents. Du coup, on a décidé de créer une association avec cette bande de copains. Notre cheval de bataille, c'est vraiment les repas, l'aide alimentaire, l'accompagnement alimentaire. Une aide alimentaire organisée tout au long de l'année dont la symbolique est encore plus forte pendant la période de Ramadan, où toutes les actions des musulmans doivent être tournées vers les autres. On essaie d'augmenter nos efforts, on essaie de donner plus de temps, on essaie de partager, aider plus les gens. Aider les gens, ce n'est pas uniquement d'un point de vue financier, ça peut être également donner de son temps. Aider les gens à faire les courses, par exemple, les personnes âgées, aider les étudiants qui sont seuls, etc. Mais c'est vraiment un moment, le mois du Ramadan, où la spiritualité elle est plus forte. 11h30, Riaz et ses amis Abdulrahman et Shafik se retrouvent sur le parking de la mosquée du Tampon pour distribuer les repas. La plupart des bénéficiaires sont des habitués, peu d'entre eux sont musulmans. Ce rendez-vous, c'est tout un symbole pour Riaz. 6 pour monsieur. Là, on voit vraiment le résultat du travail accompli et c'est vraiment un bonheur immense de voir justement le sourire sur ces visages, les gens qui sont contents de recevoir une petite portion de manger. Et surtout, nous, en plus, en cette période de Ramadan, ça nous permet également d'avoir une pensée pour les gens qui meurent de faim. Justement, le jeûne nous permet d'avoir une pensée pour eux et de ressentir un peu la faim qu'ils peuvent éprouver. Pendant la période de Ramadan, l'association double la fréquence de distribution des repas et la demande ne cesse d'augmenter ces dernières années. Les demandeurs sont passés de 60 à plus de 100 personnes. À la tombée de la nuit, Riaz est invité chez son beau-père Afman pour rompre le jeûne commencé depuis le lever du jour. Un moment de convivialité avec la famille pour partager le repas dans la piété. À l'approche du coucher du soleil, chacun va pas dire s'isoler, mais chacun va se mettre à faire des invocations, puisque c'est un des moments propices à l'acceptation des invocations. Donc vous allez voir tous les jeûneurs lever les mains vers le ciel et demander ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est vraiment un moment spécifique au mois du Ramadan. Bismillah. En cette période de ferveur religieuse, Riaz ouvre les portes de son domicile à ses amis et à qui le veut pour prier encore avant de dormir. Quelques minutes avant le lever du soleil, ils se lèveront pour prendre un dernier repas avant le début d'une nouvelle journée de jeûne. Partager le repas, on va pas se mentir, il y a aussi une notion de plaisir dedans.
Pourquoi c'est important, quand vous faites la cuisine, que vous disiez « Tiens, là, je vais faire frétiller les papilles de plus d'un de mes convives ». On a envie de faire plaisir aux gens, que les gens soient heureux. Donc ça fait partie, avant même le côté rémunération, du plaisir qu'on attend de voir sur les visages des gens où ils disent c'est bon. Et, voilà, donc, et quand vous êtes à table, d'ailleurs, la notion de partage, le plaisir de partager ce repas, ça change quoi ? Mais ça change tout le repas, en fait, puisqu'on peut très bien manger de son côté et puis ne rien ressentir. C'est vraiment pas amusant. Puis en général, on passe pas des heures à table si on prend pas de plaisir. Partage et solidarité, d'ailleurs, vous l'avez retrouvé en Outre-mer. Dans quel territoire ça vous a particulièrement touché ? Honnêtement, tous les territoires d'outre-mer. On a ça. Vous allez faire plaisir à tout le monde. C'est vrai. On passe des heures à table. On passe des heures à table, mais déjà même avant, parce qu'on prépare aussi en famille le repas. Ouais. Bien avant, c'est même 2-3 jours avant, quand on va faire les courses, quand on prépare qui va faire quoi. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est plein de petites cérémoniales. Enfin, il y a plein de choses, des petites traditions. Donc, un tel va préparer ci, un tel va préparer ça. Après, quand on est là, on fait tous ensemble. L'assaisonnement. Qui va ramener la marmite. En fait, il faut un chef d'orchestre quand même, parce qu'on peut vite se marcher sur les pieds. Le chef d'orchestre, en général, c'est celui qui reçoit. Puisque tout vient chez lui, et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Voilà, c'est la mamie, le papa, la maman, parce que les hommes cuisinent beaucoup aussi dans les territoires d'outre-mer, autour des feux de bois et tout. Tout est codifié, mais en fait, chacun connaît sa place. Mais par contre, j'ai envie de demander quelque chose. Est-ce que dans tous les territoires d'outre-mer, il y a aussi le goûteur, c'est-à-dire celui qui ne fait rien, qui supervise et qui goûte ? Il y en a toujours. Il y en a toujours un, le chef des travaux finis, effectivement. Voilà, ça, c'est plus le tonton. La mamie, qui vient, c'est le chef qui goûte, exactement, qui vient, qui goûte, mais en général, on met tous la main à la pâte. Et chacun a son rôle. Et vous disiez, en préparant cette émission, qu'il y avait une sorte de magie qui entoure la cuisine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Dès le départ, en fait, quand on choisit des produits, quand on voit les produits bruts, quand on voit comment on peut les découper, comment ça s'assaisonne, comment ça se transforme, un produit qui n'a pas forcément d'odeur, du goût au départ, on peut le retrouver après, c'est extraordinaire. C'est tout ça, le côté magie. Et surtout, après, quand les gens passent à table, on arrive à rendre des gens heureux, juste avec de la nourriture. C'est vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire. Et il y a aussi cette notion d'anti-gaspillage qui vous tient à cœur. Comment vous la mettez en place ? L'anti-gaspillage aujourd'hui, en plus, dans tous les foyers, c'est devenu quelque chose d'important, puisqu'en plus, la vie coûte cher aujourd'hui. Donc, c'est utiliser tous les restes, les épluchures au maximum. Et après, dans mon aspect professionnel, moi, j'organise des événements où on utilise beaucoup de matières premières de haute qualité. Mais il reste beaucoup de déchets en général. Et quand on dit déchets, ça peut être les pots, mais ça peut être aussi les produits eux-mêmes. On n'a pas utilisé telle partie parce qu'elle n'était pas conforme au niveau de la taille ou autre, alors que le produit est tout à fait sain. Et on fait ensuite des repas pour les plus démunis. Donc, ce qui fait que... Oui, d'ailleurs, vous avez cuisiné pour des œuvres caritatives, Absolument. Pour des événements caritatifs. Dans tous mes événements, maintenant, systématiquement, je fais en sorte, quand il y a tous les chefs qui sont là, à la fin de l'événement, en général, on se réunit, on choisit effectivement une association et puis on crée des repas tout aussi gastronomiques, tous ensemble, mais cette fois, c'est destiné aux moins privilégiés. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des carottes, des pommes de terre, des choses pourtant très simples de la vie de tous les jours. Et l'idée, c'est de se dire, on ne gaspille rien. Et on pense à tout le monde. Et on pense à tout le monde, exactement. Et vous avez pensé à nos ventres. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a la chance de pouvoir retrouver beaucoup de vos astuces et de vos recettes dans ce livre. Petits plats comme aux Antilles, c'est meilleur à la maison. En plus, en 30 minutes top chrono. En 30 minutes, ça a été un petit casse-tête, parce que effectivement, les recettes antillaises, en général, il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah ouais. Et là, justement, voilà, il y a des recettes que j'ai choisies spécifiquement pour les réaliser en 30 minutes. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit pour ceux qui vont passer à table et à bientôt.